Radio Berkov dans tous ses états. Adrien Bocquet, Lève-toi et marche, aux éditions Max Milo. On a écouté ce récit de courage et de guerre, mais justement vous étiez, vous, en tant que soignant, en tant que, effectivement, apportant des médicaments, du matériel médical en Ukraine, justement, il y a quelques jours. Vous avez passé 15 jours et qu'est-ce que vous avez vu alors? Parce que il y a des choses, on en a parlé hors antenne, et j'ai vu, il y a eu des choses quand même auxquelles vous avez assisté, vous le dites, et c'est important de mesurer, effectivement, et vous prenez la responsabilité de tout ce que vous dites, et vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Des crimes de guerre perpétrés par des Ukrainiens? Mais dis donc, ça contraste énormément avec le discours de BFM TV, qui présente le gentil Ukrainien contre le méchant Cosaque. Intéressant ça. J'aimerais en savoir plus. Oh, tout de suite les grands mots. Tu sais très bien que c'est le bien contre le mal. Donc le bien a le droit de violer les gosses du mal. Tu vois ? C'est connu. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire Ce qui ne veut pas dire exactement, voilà, j'en y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté. Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Ouais. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Oui. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout? Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi. Pendant que toute la presse mainstream entretenait le suspense en disant « Est-ce qu'il y a des nazis ? Oh, on ne sait pas. Non, peut-être pas tant que ça. » Alors Jean Castex qui dit « Non, il n'y a pas des nazis. » Il est catégorique. Il y en a partout. Partout. Mais lui, contrairement à Castex, il est allé en Ukraine. Eh oui, des nazis, oui, il y en a toujours eu. Tu sais, tu lis du Anthony Sutton, tu comprendras. C'est un dossier qui a 100 ans. Ça se tient aussi à le dire, que pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Et ça partout, et on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Non mais là, il y a un truc que je comprends pas, là. S'ils veulent dépecer un juif, pourquoi ils l'ont pas fait quand BHL était à leur côté, quand ils les soutenaient? Comment veux-tu dépecer de la viande invariée? Comment veux-tu? Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ça, c'est la première chose. Oui. Ça, moi, je ne pouvais pas cautionner, mais sur place, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté. Oui. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou.
alors qu'ils étaient sans défense, Et qu'ils étaient main attachés. attachés. Ouais. D'accord ? Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je ne me permettrai pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire « c'est moi l'officier », se prenaient une balle dans la tête. Ça me rappelle le discours de Fabius sur Al-Nosra. Ils font du bon boulot. Voilà, Macron, c'est la même chose avec les militaires d'Azov. Pour lui, Macron, ça vaut 300 millions de dollars de soutien. Ah, Fabius, tu peux pas lutter. Il est trop fort. C'est une 3e dan, le mec. Il contrôle son secteur. Il rigole pas du tout. D'accord. Voilà comment ça se passe à Systématiquement. Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit à la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo et disent ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. Ah, on m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements ? En fait, vous avez des petits obus. Donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord ? Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur 2, une fois sur 3. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements russes. Ouais. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez par exemple les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus, d'accord ? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où ? Pas sur les Russes. Donc dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Bien sûr. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés, les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr, et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui atterrit, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, l'armement qui arrive d'Europe ? Eh bien, il les stocke dans des locaux et dans des maisons civiles. Mais ces armes qui viennent d'Europe, les Européens, ils sont au courant que c'est stocké dans des maisons de civils, au risque d'être la cible de bombardements russes, pour ensuite, dès qu'il y a des civils morts, mettre tout ça sur le dos des Russes. Ils sont au courant de ça ? Adrien Bocquet, vous avez vu, juste une question avant de donner la parole aux auditeurs, vous avez vu des étrangers, enfin des non-ukrainiens venir, des volontaires, je parle militaires. Des mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires français, américains, qui sont sur le sol ukrainien. Ah, des mercenaires français présents en Ukraine. Il doit y avoir du bab tout solide là, qui a dû s'engager aux côtés de Azov, là. Hein, ça doit être autre chose que Conversano ou celui qui développe Couché. Des mercenaires français. On trouve même pas des mecs pour défendre notre pays. Qu'est-ce qu'ils vont... Non, ils développent Couché ou... ils aiment bien les utopies, tu vois. C'est une bande de... Regarde rien que le Front National, c'est ce que c'est devenu, tu vois. On est devenu l'annexe d'Hébron, tu vois.
Du coup, j'avais une question pour Adrien. Allez-y. Qu'est-ce qui justifierait le fait que justement on ne parle pas du régime Reznov, donc finalement de néo-nazis, et pourquoi on a un traitement aussi comme une propagande, en tout cas où on nous vend un... Oui, pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Voilà. C'est vrai ça. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Ça, c'est une question que je voudrais bien poser au philosophe humaniste des Lumières, Raphaël Enthoven. Je voudrais bien qu'il réponde à cette question. S'il peut. Oh, laisse-le, le pauvre Rafi, t'as vu. Lui, il est bon, partout avec son père, sinon... Moi, je te conseille ça, si tu veux comprendre un peu sa gueule. Nous sommes victimes actuellement, et tout le monde le sait, d'influences venant de l'extérieur, enfin, et surtout de nos médias. Et nous sommes comme des moutons de panurge, et nos parents, voire nos grands-parents, je pense, avaient plus de liberté de penser que nous avons. Moi, je veux juste dire que j'étais à Sarajevo il y a quelques années, et qu'il avait été présenté, les méchants avaient été désignés, et les méchants étaient les Serbes. On retrouve un certain parallèle avec ce qui se passe en Ukraine, et les gentils étaient les Bosniaques. Or, quand nous étions sur le terrain, nous apercevions que les crimes étaient commis de part et d'autre, et ils étaient aussi terribles du côté bosniaque que du côté serbe. Intéressant le parallèle qu'il fait entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'est passé à Sarajevo. Parce que dans les 2 cas, on a l'implication du grand philosophe milliardaire BHL. Ouais, il était présent là-bas et puis il nous disait c'était qui les méchants et c'était qui les gentils. Eh oui. Tu m'as dit quoi? Sarajevo? Et voilà, et c'est toujours pareil, c'est la retransmission des éléments du terrain sur l'opinion. Voilà, tout simplement. Oui, merci Patrick. Effectivement, le fait d'être sur le terrain vous donne quand même une autre, je dirais une autre appréhension. Et puis enfin, la réalité, quoi. La réalité, elle n'est pas sur un fauteuil de médias. Et ouais, le terrain, c'est la base du métier de journaliste. Bon, après avoir entendu ça, si tu considères encore Christophe Barbier ou Léa Salamé comme journaliste, bon là, c'est que tu as un petit problème de compréhension, là, de réflexion. Ben oui, des journalistes en CDI, quoi, qu'est-ce que tu veux. Au moins de dignité que Roberto Dubois de Boulogne, hein, tu vois, c'est... Donc j'étais vraiment là, moi, dans une action humanitaire médicale d'urgence, rien d'autre. Et voilà, et je voulais pas prendre parti parce que j'étais pas là pour ça. Et voilà, sauf que j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai entendu des choses abominables, j'ai vu des choses abominables et je m'attendais pas du tout à ça. Parce que si vous regardez les médias et vous allez en Ukraine, mais c'est pas une gifle que vous prenez, c'est 3 coups de poing. Oh là là, en effet, hein. Tu vois le contraste qu'il y a entre les révélations de ce monsieur et ce que nous disent les médias français. Ça, c'est plus un fossé comme ça, là, c'est le Grand Canyon. C'est à se demander si un jour les médias français vont pas sortir que le soleil se lève à l'ouest et les Français vont les croire. Mais le Français, il croit en tout. Une bonne campagne de pub, et t'es bon après, mon pote. Parce qu'entre ce qui est dit là en France et quand vous arrivez sur place, ce qui se passe réellement, ça n'a rien à voir. Faut dire, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais complètement, complètement. Ça... Ouais. Et juste, le Lève-toi et marche, et grâce à la science. Là, vous êtes en train, juste pour rappeler cela, vous avez organisé avec ce qui se fait avec les médecins, etc. C'est un centre de recherche. Une étude. On est en train de monter. On a monté une étude de recherche scientifique avec l'IRME. Donc c'est l'Institut de recherche de la moelle épinière. Vous tapez sur internet IRME. C'est l'Institut de recherche sur la moelle épinière. Exactement. Qui est la plus grosse institut de France de la moelle épinière et qui va débuter au mois de juin et on va implanter les premiers patients. Donc normalement on va en avoir une vingtaine. Et cette fois-ci on va les implanter pour qu'ils puissent remarcher et non pas quand pour la douleur, pour que justement l'État... C'est quand l'implantation? C'est quand? Ça commence juin. On implante les 3 premiers début juin et fin juin, pour que justement l'État par la suite puisse autoriser les médecins spécialisés à implanter pour une récupération fonctionnelle et non pas seulement pour la douleur. Et on attend toujours aussi que l'État puisse aussi financer un petit bout de notre étude de recherche. C'est quand même pour les Français, pour faire remarcher les handicapés. Je tiens quand même à vous le dire, au jour d'aujourd'hui, l'État nous a toujours donné 0 € pour cette étude de recherche qui va se passer en France pour faire remarcher des Français. La cause des handicapés étant cette
qu'il est. Il faut rappeler aussi que le sort des handicapés est peut-être de ne plus être handicapé ou de l'être beaucoup moins. C'est ça Exactement. l'important. Et ne jamais oublier, ça peut être vous, demain, dans 1 heure ou dans 2 heures, qui pouvez être à la place d'un handicapé physique. Et puisque vous êtes un miraculé, une force de la nature, je rappelle le titre de votre livre, Lève-toi et marche grâce à la science aux éditions Max Milo. Et on se retrouve demain sur Sud Radio. Bon, mes très chers amis, je vous laisse. Je vais aller me faire une petite pizza Buitoni. Bon appétit. Moi, en attendant, j'ai rendez-vous chez le docteur, j'irai faire ma 5e dose.